On va passer donc à la seconde partie, qui est donc l'impact réciproque des maladies inflammatoires sur l'infection à SARS-CoV-2. Alors, c'est un petit challenge parce que nous avons 4 ou 5 disciplines qui vont devoir passer et s'enchaîner. On va prendre dans l'ordre la dermato, la gastro, la médecine interne, la neuro, la pédiatrie, la pneumo pour terminer sur la rhumato. Donc, vous allez partager vos diapos, essayer de respecter au maximum la durée de 5 minutes de présentation, comme on l'avait dit, pour qu'on ait un petit peu le temps de discussion à la fin. Et l'objectif est, dans la mesure du possible, d'avoir un impact réciproque des maladies inflammatoires sur l'un et du virus sur les maladies inflammatoires. Et on va commencer par la dermato, qui a une étude très originale à nous proposer, qui a été faite dans le cadre aussi du FHU. Donc, je vais laisser la parole à Delphine Stomont-Salé et à Frédéric Lozoto, s'ils sont d'accord, et ils peuvent commencer à partager leur diaporama. Bonsoir à tous. Alors, pendant que Frédéric partage le diaporama, c'est Frédéric qui va vous présenter l'étude qu'il a conduite. En fait, voilà, Confimid, c'est vraiment l'illustration du mode d'action du FHU, c'est-à-dire on va vous présenter les résultats de cette étude qui a permis d'évaluer l'impact du confinement et du déconfinement, qui étaient des choses vraiment extrêmement nouvelles en fait qui nous sont tombées dessus en 2020. Donc cet impact sur les maladies inflammatoires chroniques, notamment sur le suivi des patients, leur parcours, la possibilité d'avoir un rendez-vous, etc. Donc c'est une étude que pas mal de Lillois connaissent et donc qui a été menée effectivement par la dermato, en particulier par Frédéric Dezoteux, mais vous verrez qu'il ne concerne pas que la dermato, qui concerne toutes les IMID qui sont au sein du FHU. Et donc, sans perdre plus de temps, je vais vous laisser Frédéric présenter les résultats qui sont tout frais. Merci Frédéric. Merci Delphine. Effectivement, cette étude qui nous a paru très importante de recueillir effectivement le ressenti de nos patients à travers 2 questionnaires qui leur ont été proposés au moment du confinement, le premier en mai 2020 et un deuxième au mois de juillet 2020, à la sortie du confinement, puisque c'était aussi la question qui était posée de savoir si le déconfinement allait engendrer une problématique dans le suivi de ces patients. Donc on leur a posé 44 questions sur la maladie, les symptômes, le suivi, le traitement et l'information en lien avec la pandémie. Ces questionnaires leur ont été envoyés via le mailing disponible dans le cadre du FHU des patients. Donc on a envoyé 4500 mails dans le cadre de cette étude qui était bien sûr validée par les comités d'éthique. Alors déjà, les patients ont été quand même nombreux à répondre. Alors c'est toujours un petit peu frustrant sur les 4500, mais au final, sur ce type d'études, c'est tout à fait attendu. Donc la médecine interne avait 30% de patients qui avaient répondu à ce questionnaire, la gastro-entérologie autour de 20%, la rhumato 13%, la dermato 9%, la neuro 17% et la pneumologie 4%. Donc, comme vous le voyez, 921 patients ont répondu au questionnaire confinement et 553 patients ont répondu au questionnaire de déconfinement. Étaient majoritairement représentés les patients atteints de lupus systémique, avec 111 patients qui ont répondu au premier questionnaire. La maladie de Crohn, bien représentée, 166 patients, et la sclérose en plaques, 152 patients en neurologie. Mais on voit tout de suite que le panel est très large et que ça représente de nombreuses pathologies inflammatoires chroniques. Alors, d'emblée, le critère de jugement qui était le nôtre, c'était à la question « Avez-vous l'impression d'avoir été moins bien suivi dans le cadre de votre pathologie par rapport à la période d'avant confinement ou à la sortie du confinement ?» Ils ont été 45% à nous répondre « Oui », donc 420 patients pour le questionnaire du confinement et 248 patients, donc ce qui correspond à 45% de l'effectif sur le deuxième questionnaire, nous ont répondu également « Oui ». On n'avait pas mis en évidence de différences significatives entre avant et après le confinement, et les comparaisons entre les services et les pathologies étaient tout à fait homogènes et il n'y avait pas de différence significative.
Alors évidemment, on a essayé de comprendre pourquoi, hein. Donc il y a eu quelques questions qui ont été également posées dans ce contexte-là. Il est évident que les patients étaient majoritairement stressés, 68%. Je vous parle là ici du premier questionnaire. Que lorsqu'on leur demandait également si les patients avaient présenté une poussée de leur maladie pendant cette période-là, ils ont été à peu près 26% à répondre oui. Alors il y avait plusieurs explications, hein, au mauvais suivi. Alors il faut noter quand même qu'il y avait globalement un nombre non négligeable de patients qui avaient renoncé aux soins spontanément. Probablement très majoritairement sur la peur de l'infection. On voit que c'est ce qui sortait principalement. Malgré tout, les soins s'étaient adaptés puisqu'on avait également proposé la téléconsultation à nombre de patients, et au moment du confinement, 346 patients avaient pu en bénéficier, alors dans le cadre de cette étude, hein, ceux qui ont répondu bien sûr. Et enfin, on voit qu'il y avait quand même aussi également des patients qui en avaient bénéficié à la sortie du confinement. Des difficultés de transport ont été rapportées par 15% des patients, et enfin des rendez-vous annulés également dans la même proportion. Donc au final, vous voyez que cette étude, elle a permis de mettre en évidence finalement un impact ressenti non négligeable sur des mesures sanitaires, à la fois sur les symptômes, donc c'est les patients qui nous le disent, hein, c'est pas une évaluation objective d'une poussée de leur maladie, mais également un impact non négligeable sur le suivi, hein, ce qui pose question sur la capacité à nous adapter dans ces situations-là. On n'a pas observé de différence entre le confinement et la période de déconfinement. Donc au final, on voit qu'il y a quand même eu une certaine... la réouverture complète du système n'a pas pu être possible dans l'immédiat, et les 2 mois qui ont suivi le déconfinement ont été finalement très très proches de ce qui s'est passé pendant le confinement pour l'accueil des patients. Ça souligne une chose importante, c'est le suivi homogène au sein du FHU. Pas de disparité entre les spécialités, et toutes les limites, je vous les ai données, hein. Le taux de réponse, bien sûr, l'absence de groupe contrôle, on n'a pas regardé en population générale. C'est un auto-questionnaire, donc c'est toute la limite de l'auto-questionnaire, mais qui est extrêmement important pour évaluer ces patients. Et enfin, c'est une comparaison globale avant-après, hein. Chaque patient n'était pas comparé à sa réponse avant confinement et après confinement. Et la limite aussi, c'est l'absence d'évaluation de l'offre de soins à mettre en regard de ce que les patients nous ont rapporté. Donc voilà, c'est soumis à la discussion de chacun, mais des enseignements importants, je pense, pour nous adapter. Merci beaucoup Frédéric. Je propose qu'on fasse une discussion un petit peu globale à la fin, et puis comme ça vous notez bien vos questions et on pourra faire une discussion globale. Donc à ce moment-là, on va enchaîner sur la médecine interne avec l'équipe Lille et Rouen. Et je pense que c'est l'équipe de Rouen qui va présenter. Oui, le temps que Mathilde Leclerc prenne la main sur l'écran, je voulais la remercier. On a construit cet diaporama ensemble. On aurait pu tenir sur une conférence d'1 heure, donc il faudra nous réinviter. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, Mathilde Leclerc, je suis chef de clinique dans le service de médecine interne. Et donc, en collaboration donc, avec le professeur Achula, nous allons traiter la partie Covid et maladie. Quelle est la prévalence de l'infection SARS-CoV-2 chez nos patients atteints de maladies auto-immunes et de maladies systémiques. Et j'ai choisi de vous présenter cette étude qui donc est une étude sur beaucoup de malades, plus de 3000 patients européennes, avec surtout des centres parisiens, italiens et anglais, et qui a eu l'originalité donc de faire un questionnaire qui a été envoyé. On est plus de 1 an après le début de l'épidémie. On est un peu moins d'1 an, après le début de l'épidémie. Questionnaire avec une sérologie qui est faite de manière systématique, ce qui change un peu par rapport à d'autres études où ça peut être simplement sur un questionnaire où les gens disent s'ils ont eu les symptômes du Covid ou non, ou uniquement pour évaluer les patients qui avaient été hospitalisés. Et donc, quand on regarde à titre systématique des sérologies qui sont faites chez les patients atteints de maladies auto-immunes, eh bien, on voit qu'on a une sérologie qui était positive chez 5,5% des patients, parfois avec certains patients qui, dans le questionnaire, précisent qu'ils n'avaient pas du tout été symptomatiques. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les patients atteints de maladies auto-immunes et systémiques ont eu des formes plus graves de Covid que la population générale, et quels ont été les facteurs qui étaient associés, les facteurs de risque de gravité. Ici, donc, c'est cette étude qui est présentée juste après, auquel beaucoup ont participé avec la FAI2R, la Société de médecine interne, de rhumatologie. Et dans cette étude, qui inclut presque 700 patients, finalement, ce que l'on retrouve, c'est que 12,5% des patients ont fait une forme sévère
Forme sévère, ça veut dire qu'ils ont été admis en réanimation, et ce qui correspond en fait finalement aux chiffres de la population générale. Donc à la question, est-ce que nos patients atteints de maladies de système ont fait plus de formes graves que la population générale? La réponse est plutôt non. Et puis vous voyez le taux de décès, 8,3% de taux de décès, là aussi, on va le revoir dans une étude par la suite, on a un taux qui est plus faible, ou équivalemment plutôt plus faible par rapport à la moyenne nationale. Alors, quels étaient les facteurs associés à une forme grave de Covid chez les patients atteints de maladies systémiques? Eh bien, vous voyez ici, sans trop d'étonnement, les facteurs qui étaient retrouvés dans la population générale. L'hypertension, le fait d'être plus âgé, mais également des facteurs qui sont propres aux maladies auto-immunes et surtout à leur traitement, avec notamment la place du mycophénolate mofétyle, qui apparaît ici comme un facteur de risque, et surtout la place du rituximab, donc de l'anti-CD20. On retrouve finalement les mêmes résultats sur l'impact thérapeutique ici sur une étude chez les Américains, 3000 patients. Et finalement, si l'on regarde, eh bien, là aussi, les facteurs qui sont associés, la même chose qu'on regarde, c'est cette fois-ci non pas la gravité, pardon, mais la mortalité. Eh bien, on voit que ce qui apparaît, ça va être à la fois le rituximab, et donc dans les immunosuppresseurs, il y avait le Cellcept, mais en revanche, pas de surrisque avec le tocilizumab, les inhibiteurs des anti-TNF-alpha, et donc on en discutait juste avant, les JAK inhibiteurs. Si on se concentre sur certaines populations un peu plus en particulier, ici sur le lupus, une étude française, là aussi une grosse cohorte de patients. Et ce qui ressort des chiffres, c'est que 17% des patients ont une forme sévère. Là aussi, la forme sévère correspondait aux patients admis en réanimation, avec 9,5% de décès. Et là, on retrouve les chiffres finalement de l'étude précédente dans un sous-type de maladie particulier, avec une mortalité qui était plus faible que dans la population générale. L'impact des thérapeutiques, notamment la question qui nous a beaucoup préoccupé pendant cette période de Covid, qui était celle de l'impact du rituximab. Dans cette même cohorte donc, française de 690 patients, initiale de 690 patients sur l'impact du rituximab cette fois-ci, eh bien, vous voyez que les patients traités par rituximab avaient plus de formes sévères, plus d'hospitalisation, en tout cas une hospitalisation qui était plus prolongée lorsqu'ils avaient le Covid, mais cette fois-ci, par rapport aux études américaines, pas d'impact sur la mortalité. En fin dernière partie, la question sur l'impact de la vaccination. Quelle a été la vaccination et surtout l'efficacité de la vaccination chez les patients atteints de maladies systémiques, en discutant là aussi par rapport au traitement. Une méta-analyse qui a été publiée il n'y a pas très longtemps, qui reprend, vous voyez, un total de 2286 patients. Et ce que l'on voit, c'est après 2 doses de vaccins, donc c'était des vaccins ARN, on voit un taux de séroconversion de 83,1%. Là aussi, c'est un peu difficile d'avoir toutes les données en population générale, mais en tout cas un taux qui est plus bas que dans les données de la littérature sur les essais thérapeutiques sur les vaccins. Et donc, c'est ce que l'on voit ici, eh bien, on a une protection vaccinale qui est moins élevée chez nos patients atteints de maladies auto-immunes que chez les patients sains, chez les patients contrôlés. Et ceci est particulièrement vrai. Là aussi, on retrouve l'impact des thérapeutiques pour les anti-CD20 et notamment également pour l'abatacept, alors qu'à nouveau, un signal plutôt rassurant pour l'anti-TNF-alpha et pour les anti-IL6. Quelle est la séropositivité vaccinale en cas de traitement par le rituximab? Eh bien ici, dans cette étude, on retrouvait après la cure de rituximab, vous voyez un taux de séroconversion à peu près de 20% après 6 mois de traitement et uniquement 50% un an après la cure de rituximab. Voilà, et la dernière diapositive, donc c'est pour la dernière recommandation pour nos patients atteints de maladies auto-immunes et auto-inflammatoires, donc les dernières recommandations de la FAI2R. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. On va revenir sur la gastro-entérologie. Gardez bien vos questions pour Mathilde Leclerc et Cachula si vous en avez. Bonjour à tous, donc, je suis Mathurin Fumry, gastro-entérologue au CHU d'Amiens, et donc on a travaillé avec Marianne Achury, qui est gastro-entérologue à Lille et que vous connaissez bien, maintenant sur les maladies inflammatoires et l'impact qu'a pu avoir le Covid sur la prise en charge de ces maladies et inversement. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, on a été très impacté, comme vous tous, par l'épidémie de SARS-CoV-2 et surtout la première vague, un petit peu moins ensuite. Et il y a un élément qui a été très difficile pour nous, c'est que nous, gastro-entérologues, on prend très peu ou pas du tout de décisions thérapeutiques sur les symptômes
Et on sait qu'il y a une mauvaise corrélation entre les symptômes et l'endoscopie notamment. Et pour aller prendre des décisions thérapeutiques, on fait encore beaucoup d'endoscopies. Et donc, on n'a pas pu faire du tout ces examens pendant la première vague. Et ça a profondément impacté la prise en charge des patients. Et on l'a vu en termes de modification thérapeutique. Et on l'a vu aussi en termes de diagnostic de maladie de Crohn et de rectocolite hémorragique. Et aussi pour la surveillance, parce qu'on surveille par l'endoscopie ces malades, parce que vous savez qu'il y a un surrisque de cancer colorectal et le dépistage a été moins réalisé. Donc, on s'est adapté quand même au fur et à mesure avec une prise en charge de plus en plus ambulatoire, en utilisant plus de biomarqueurs, en utilisant plus d'outils type calprotectine plutôt que l'endoscopie. Alors, la diapositive suivante. Donc, la première question, c'est est-ce qu'une infection à Covid-19 avait un impact sur la maladie inflammatoire de l'intestin? On était un peu inquiet tout au début et pendant la première vague, aussi parce qu'on s'est très rapidement aperçu qu'il y avait des symptômes digestifs chez les patients qui étaient infectés et que cette symptomatologie digestive, elle était très fréquente. Mais finalement, on s'est aperçu que chez les patients infectés, l'impact sur la maladie était très faible et que les patients infectés n'allaient pas faire plus de poussées que les malades non infectés, indépendamment des malades chez qui on allait arrêter les traitements pour différentes raisons. Et initialement, on a cru à un surrisque d'infection sévère chez les patients, notamment en combothérapie. Et certains d'entre nous ont allégé les traitements et on a pu voir arriver plus de poussées dans cette situation-là. Mais globalement, pas d'impact du Covid sur l'activité de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique. Diapositive suivante. Ensuite, on a rapidement étudié, il y a beaucoup d'équipes qui ont travaillé sur ces données-là à travers le monde. Est-ce que les patients atteints de Mickey avaient un surrisque de Covid sévère? Et beaucoup de données en population ou issues de bases de données administratives qui nous ont montré rapidement que les patients atteints de Mickey ne faisaient pas plus de Covid sévère que la population générale. Et quand on cherchait les facteurs de risque d'hospitalisation, de réanimation, voire de décès dans la population, finalement, on retrouvait exactement les mêmes facteurs que dans la population générale, c'est-à-dire les âges les plus élevés, les comorbidités, l'obésité. Il y a quand même un facteur qui ressortait, c'était l'activité de la maladie. Et cette activité de la maladie, elle est très corrélée aussi à la consommation de corticoïdes. On peut mettre la diapositive suivante. Parce que l'autre crainte, c'était l'impact des traitements que l'on a utilisés. Et là, finalement aussi, rapidement, on a été rassuré. En dehors d'une classe thérapeutique qui était les corticoïdes. Et globalement, les traitements qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire les immunosuppresseurs type méthotrexate, azatioprine, et surtout les biothérapies avec les anti-TNF, l'ustekinumab ou le vedolizumab, n'ont pas été associés à un surrisque, soit d'infection, ou quand on a une infection, d'évolution vers une forme sévère. Et finalement, le seul traitement qui a été vraiment associé à une évolution délétère ou plus grave, c'est l'exposition aux corticoïdes, avec toujours cette difficulté de séparer l'activité de la maladie et la consommation de ces corticoïdes. Diapositive suivante. Donc ça, c'est le dernier gros papier qui a été publié dans Gut, qui est un journal très important pour nous, qui confirme tout ce que je vous ai dit à partir de grandes cohortes de vétérans que je pense aussi que vous connaissez dans vos différentes spécialités. Et finalement, ce qui sort associé au risque, que ce soit d'infection ou d'évolution vers une forme sévère, c'est les corticoïdes comparativement aux autres traitements dont on a déjà discuté. Et la dernière diapositive, c'est là aussi une méta-analyse qui fait la synthèse globalement de toutes les données qui ont été très riches et très nombreuses publiées depuis 2 ans maintenant. C'est que les patients atteints de Mickey n'ont pas de surrisque, et ça c'est clair, d'évolution vers une forme sévère. Il y a peut-être même une incidence, et ça a été montré dans quelques études, et c'est peut-être probablement lié à le respect des gestes barrières, la crainte d'évolution d'être infecté, la crainte d'évolution vers une forme sévère, qui a fait que certaines études ont montré une incidence diminuée chez les patients atteints de Mickey, et peut-être aussi certains traitements qui sont utilisés chez les patients atteints de Mickey,
pas de risque d'évolution vers une forme sévère, sauf chez les patients exposés aux corticoïdes. Pas plus de risque de rechute, comme discuté sur la première diapositive, sauf chez les malades chez qui on allait alléger les traitements ou proposer des escalades thérapeutiques. Et ça, finalement, ça a surtout été à la première vague. Et rapidement, on a adapté nos prises en charge. Merci beaucoup, très très intéressant. Je pense que ça va susciter pas mal de questions et de commentaires après. On va enchaîner sur la neurologie avec Gilles Defer de Caen. Oui, on voit ton diaporama, Gilles. Bonjour à tous, vous m'entendez, vous voyez, c'est bon? Oui. Donc, je suis Gilles Defer, donc je suis neurologue au CHU de Caen, responsable du centre ressources compétences sclérose en plaques normand et du réseau normand, et co-responsable du World Package 4 du FHU. On va redire un petit peu ce qui vient d'être évoqué, en particulier pour les MICI, un certain nombre de données. Alors, pour la CEP, il se trouve que nous avons une organisation nationale assez rodée qui s'appelle l'Observatoire français de la sclérose en plaques, avec 24 centres de ressources et compétences dans les CHU français et l'utilisation d'un logiciel partagé qui s'appelle EDNIS et qui permet en fait de mobiliser l'acquisition de données et l'analyse de données de façon très rapide. C'est ce qui s'est fait dans le milieu neurologique dès le début de la pandémie, et on a ouvert un observatoire piloté par ma collègue Céline Wapre à la PHP de Paris, qui s'appelle Covisep, le 1er mars 2020. Donc, c'est dès le début de l'épidémie, avec des critères d'inclusion qui reposaient sur 4 facteurs, une PCR positive, des anomalies thoraciques évocatrices de Covid au scanner, l'existence d'une anosmie ou d'une agueusie aiguë, ou la triade de symptômes assez classiques, toux, fièvre, asthénie, au travers d'un ICRF qui comprenait les données que vous avez là, données démographiques sur la maladie, forme, durée, traitement, les comorbidités. Le traitement corticoïde qui chez nous n'est pas un traitement continu, mais un traitement épisodique lors des poussées le mois précédent, et surtout s'intéresser donc au devenir, à l'hospitalisation, à l'évolution, avec ce gradient, donc cette cotation non linéaire entre l'absence d'hospitalisation et l'hospitalisation à partir d'un score 3, requérant de l'oxygène, la ventilation invasive, non invasive, invasive et le décès. Vous allez retrouver ce diagramme sur les autres diapositives par moment. Alors, je ne parlerai pas des traitements puisque ma collègue Hélène Zéphir doit aborder cette question juste après, et on pourra en dire un mot dans les questions. Je vais me concentrer sur les données cliniques. Alors, le premier travail a été très rapidement donc, publié sur notre registre national, sur les 347 premiers patients. Et vous avez ici, je vais directement au résultat, l'analyse sur le score de sévérité supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire la nécessité d'hospitaliser les patients. Et on retrouve les facteurs de risque en analyse multivariée que sont l'âge, le sexe masculin chez une maladie qui est majoritairement féminine, le surpoids, la comorbidité cardiaque et surtout le niveau de handicap, puisque je rappelle, est exploré par le DSS, qui est une échelle spécifique à la sclérose en plaques, puisque je rappelle que la sclérose en plaques est la deuxième cause de handicap après les accidents de la route chez les adultes jeunes. Et vous voyez ici qu'en termes de score, enfin de risque cumulé de sévérité du Covid, le handicap est en premier et l'âge, l'obésité, les comorbidités cardiaques et le sexe ne rajoutent que peu de choses par rapport au handicap, qui est donc le facteur majeur de risque de Covid sévère. Et il y avait eu dans cette première partie de la cohorte française 2% de décès. Alors, nos collègues italiens avaient été les premiers à tirer, si j'ose dire, vu, comme vous savez, l'épidémie les avait touchés de plein fouet en Europe en premier. Ils avaient publié les premiers dans l'âge de neurologie en janvier 2021. Et là aussi, on retrouvait l'âge comme facteur de risque principal. Et ils avaient déjà identifié le fait qu'un traitement par méthylprénisolone, donc les perfusions à haute dose de méthylprénisolone qu'on utilise pour les poussées, dans le mois précédent ou dans les semaines précédentes, l'infection Covid représentait un facteur de risque et donc avait un impact négatif sur le pronostic des patients s'ils avaient reçu ce type de traitement. Les Américains avaient observé la même chose avec des éléments complémentaires. La statut raciale, en particulier les sujets de race noire, avaient un pronostic moins bon, mais on retrouvait également le sexe masculin, les comorbidités cardiaques, le diabète, l'obésité morbide et l'utilisation de corticoïdes dans les périodes précédentes de 2 mois, avec un taux de décès, vous voyez, de 3%. Cet impact des corticoïdes a été confirmé par la deuxième étude franco-italienne
qui a poolé les patients à une autre période un peu plus tardive en 2021, vous voyez, avec déjà presque 1800 patients, et qui montrait dans l'analyse multivariée un rôle majeur de mauvais pronostic sur l'utilisation des corticoïdes dans les semaines précédant l'infection Covid. Depuis, le recueil s'est poursuivi. Vous avez ici l'extraction du 3 février 2022, donc tout à fait récente, après un recueil de 23 mois du registre français, cette fois-ci sur plus de 2000 patients sclérose en plaques. Je ne rentre pas dans les détails de représentation des traitements ou des symptômes, mais vous voyez que 95% des patients avaient une PCR positive Covid-19. Et les résultats actuels sont les suivants. On retrouve toujours donc l'âge et le niveau de handicap comme facteur de risque majeur d'hospitalisation avec les différents niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure ou de décès, aussi bien pour l'âge à gauche et de façon plus nette encore pour le score de handicap au départ de l'infection Covid. Dans le détail, avec l'analyse multivariée et toujours ce gradient à 7, on retrouve ces facteurs de risque, l'âge, le sexe masculin, la comorbidité d'obésité, la comorbidité cardiaque et le handicap avec ces différents niveaux qui ressortent de façon majeure. Et la première fois qu'on pouvait montrer avec suffisamment de patients donc, le caractère protecteur de la vaccination à partir du moment où les patients avaient reçu 2 doses ou plus de vaccins. Voilà, donc en résumé, la sévérité de l'infection Covid pour la SEPT, c'est les facteurs de risque, c'est l'âge, le sexe masculin, la comorbidité, en particulier cardiaque et le surpoids, et puis surtout le niveau de handicap préexistant. La vaccination apporte une protection indiscutable sur le risque de Covid sévère. Pour ce qui concerne l'impact du Covid sur la maladie elle-même, le risque de pousser, l'impact sur le handicap à moyen et long terme, qui est une vraie question. Pour l'instant, il n'y a pas de données, mais nous avons une étude est actuellement initiée au niveau national et donc les résultats viendront un peu plus tard dans les mois et les années à venir, très certainement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Gilles, c'était très intéressant. On va enchaîner tout de suite, il y aura des questions à la fin. Donc je pense que j'ai vu Héloïse qui était là. Je pense que Héloïse, tu me confirmes? Merci pour l'invitation pour le versant pédiatrique des maladies inflammatoires et de SARS-CoV-2. Donc, la population pédiatrique, le SARS-CoV-2 et les enfants, c'était en tous les cas au début de l'épidémie assez peu de cas, une population qui n'était pas très impactée de manière générale et en tous les cas pas de sévérité. Et sur la population particulière des enfants suivis pour une maladie inflammatoire rhumatologique, arthrite juvénile, pathologie auto-inflammatoire acquise ou génétique, les maladies auto-immunes traitées par des immunosuppresseurs, ces enfants-là étaient considérés à risque de SARS-CoV-2 et ont fait l'objet d'une étude ancillaire qui avait pour but de juger la sévérité et de regarder l'évolution dans cette population-là. Alors, les effectifs sont bien plus petits que dans les études adultes. C'est donc une étude qui a été présentée précédemment chez l'adulte, mais qui regroupe ici que 95 enfants pédiatriques, donc sur la période début de l'épidémie Covid, avril 2020 jusqu'à juin 2021. Ce sont des adolescentes de 13 ans en moyenne, pour 2 tiers de filles qui sont donc suivies pour des pathologies rhumatologiques inflammatoires pour lesquelles le Covid était confirmé ou hautement probable, toutes traitées pour 1 tiers par des DMARDs, des biologiques ou des corticoïdes et des INS. Et là, ces patients-là ont pour 95% fait une forme bénigne, que 4%, donc l'équivalent de 4 patients, donc à peu près 4%, une forme modérée, et aucun de ces patients considérés comme un groupe à risque n'était hospitalisé, pas de tableau respiratoire, et à 3 semaines, l'évolution pour cette cohorte était bénigne. Il n'y avait aucun retentissement sur la maladie inflammatoire. Une des hypothèses de ce travail ou qui pourrait être faite, c'est le rôle éventuellement protecteur des médicaments. En tous les cas, je pense que le terrain et la population pédiatrique également est en grande partie. On ne peut pas s'arrêter à ce sujet-là puisque finalement, il y avait assez peu de sujets. Donc, j'ai fait quelques diapos
brève sur SARS-CoV-2 et le PIMS, qui a fait un peu d'actualité en pédiatrie. Donc, ce syndrome inflammatoire multisystémique qui est apparu quelques semaines après le début du pic épidémique, en tous les cas lors du confinement. Plusieurs réanimateurs français ont rapporté des tableaux qui s'apparentaient à une maladie de Kawasaki, avec une présentation un peu atypique pour la maladie de Kawasaki, à savoir une défaillance cardiaque qui était très fréquente et qui survenait un mois à peu près l'infection à SARS-CoV-2. C'était donc une nouvelle entité clinique de maladie inflammatoire appelée PIMS ou MISC, selon l'acronyme anglais. Et ces patients-là ont été suivis. En janvier 2022, on peut parler d'une entité qui est rare, puisque sur les cas, le nombre de cas rapportés est inférieur à 1000, avec une incidence cumulée à 6 pour 100 000 habitants de moins de 18 ans, mais une pathologie qui est sévère, puisque 2/3 de ces enfants font un séjour en soins continus ou en réanimation, mais qui est d'évolution plutôt favorable, une présentation un peu explosive qui ensuite, après diagnostic et prise en charge, évolue quand même favorablement. La vaccination Covid dans la prévention du PIMS est très efficace et dès la première injection. Donc, j'ai mis une diapo sur la présentation clinique du PIMS. C'est des enfants de 4 à 11 ans, le cœur de cible, mais peut-être que dans votre pratique d'adulte, vous en avez rencontré, puisqu'il y a quand même des grands adolescents, peut-être des jeunes adultes. Un tableau clinique fébrile, élevé, mal toléré, avec au premier plan des symptômes digestifs, des douleurs abdominales et des diarrhées. Un versant vasoplégique avec l'atteinte myopéricardique et une éruption cutanée qui est assez polymorphe et qu'on peut décrire comme un rash maculopapuleux, comme on voit d'ailleurs dans la maladie de Kawasaki. Le diagnostic biologique, c'est un syndrome inflammatoire avec une CRP qui est élevée. C'est une sérologie SARS-CoV-2 positive et une PCR positive pour 25% de ces patients. Et dans les études qui ont été menées sur cette population PIMS, on a pu mettre en évidence une réponse polyclonale d'activation V-bêta et le dosage de V-bêta 21.3 qui s'est avéré être un marqueur diagnostique. C'est quelque chose qui est intéressant parce que ce qui était vrai au début de l'épidémie SARS-CoV-2 avec l'apparition de ces PIMS, on va dire à l'été, au printemps-été 2020, la sérologie SARS-CoV-2 était un bon critère, l'histoire était claire. Aujourd'hui, en février-mars 2022, tout a changé puisqu'il y a eu Omicron qui a attaqué tous les enfants. Il y a eu la vaccination et donc ce marqueur-là permet de différencier une maladie de Kawasaki d'un PIMS ou d'un tableau septique ou chirurgical pseudo-appendiculaire. Un mot sur le traitement de PIMS. C'est aujourd'hui assez consensuel et je vous ai remis ce tableau. C'est des immunoglobulines polyvalentes sur 2 jours, donc à débit plus ou moins lent selon l'atteinte et la défaillance cardiaque, et des corticoïdes. Initialement, c'était 5 jours et on s'est rendu compte qu'il y avait des effets rebonds de ces tableaux très inflammatoires et aujourd'hui, c'est une décroissance qui est recommandée sur 2-3 semaines. Et je vous partage cette dernière diapo, quelques mots sur la vaccination et SARS-CoV-2. Donc, chez l'enfant et en pédiatrie, la vaccination elle a été à grande échelle recommandée chez les 12-18 ans à partir de juin 2021, avec des données de tolérance, d'efficacité, d'immunogénicité qui sont publiées. On a en France aujourd'hui 77% de cette tranche d'âge qui a reçu un schéma complet, ce qui est quand même très encourageant. Ensuite,
est apparu, enfin, on a proposé la vaccination des 5-11 ans, mi-décembre pour les enfants à risque et puis le 22 décembre de tous les enfants. Là encore, les données bibliographiques sur tolérance et efficacité sont excellentes, elles sont publiées, on les a. En revanche, le taux de vaccination de cette tranche d'âge est aujourd'hui très faible. Il me semble que le pourcentage fin janvier 2022, c'était aux alentours de 2%. Je pense que uniquement les enfants à risque ont été vaccinés. Il y a quand même pas mal de réticences. On parle pas, il n'y a vraiment pas d'infos, en tous les cas, à ma connaissance, sur la vaccination des moins de 5 ans à ce jour. Et c'est vrai que l'évolution, l'épisode de Omicron a un peu modifié l'esprit, on va dire, des parents chez les enfants d'âge inférieur à 10 ans, puisque beaucoup d'entre eux ont été infectés durant cette vague Omicron. J'ai mis juste un tout petit mot sur la réaction inflammatoire dans les 2 mois post-vaccin, donc les PIMS post-vaccin, qui, quand on suspecte ce diagnostic, nécessite un bilan que j'ai noté dans cette diapo, qui peut être entrepris. Et voilà, c'est le mot de la fin. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Héloïse, de cette vision pédiatrique très, très intéressante. On va tout de suite enchaîner avec la pneumologie, avec Victor Valentin, puis on terminera par la rhumato, un petit temps de questions et de remarques. Parfait. Donc, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler des impacts réciproques des maladies inflammatoires sur l'infection à SARS-CoV-2 et en ce qui me concerne, je vais vous parler des pathologies interstitielles diffuses. Donc, je fais partie du centre de référence constitutif des maladies pulmonaires rares du CHU de Lille avec la professeure Cécile Chenivès. Donc, de quelles maladies inflammatoires parle-t-on? Ici, on va parler des PID, des pneumopathies interstitielles diffuses, et donc ça recense environ 200 maladies qu'on peut classer en PID idiopathique avec comme archétype la fibrose pulmonaire idiopathique, les PID auto-immunes avec les PID des sclérodermies, des polyarthrites rhumatoïdes, les PID d'hypersensibilité quand on a une fibrose pulmonaire liée à une allergie à un allergène environnemental, les granulomatoses dont la sarcoïdose et d'autres maladies plus rares. Ces maladies sont caractérisées par une proportion variable de fibrose et d'inflammation. La première question posée, comment une infection à SARS-CoV-2 impacte la maladie inflammatoire chronique? Autrement dit, est-ce qu'on a des données robustes pour penser que SARS-CoV-2 modifie la maladie? Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la PID est exposée à un risque d'exacerbation aiguë viro-induite. Vous avez l'exemple à droite d'un patient qui a une fibrose pulmonaire idiopathique. Il est hospitalisé pour une infection à SARS-CoV-2. Il sort, il n'a plus besoin d'oxygène et quelques semaines après, il va revenir dans un tableau d'exacerbation aiguë qui a été viro-induite liée à son SARS-CoV-2 et donc probablement que cette infection à SARS-CoV-2 impacte la maladie inflammatoire chronique. On a des données pour penser que le pronostic serait plus médiocre quand cette exacerbation est induite par le Covid par rapport aux autres virus. Ce sont des données rétrospectives et donc, bon, bien sûr, ce n'est pas des données robustes. Deuxième question, comment la maladie inflammatoire chronique, la PID, impacte l'infection à SARS-CoV-2? On sait aujourd'hui clairement que quand on a une PID ou une fibrose pulmonaire préexistant, il y a une probabilité plus élevée de faire une forme de Covid sévère et dit autrement, la PID prédispose à une maladie plus symptomatique. Vous avez à gauche un poumon normal, à droite un poumon où il y a de la fibrose ou éventuellement de la BPCO. Il y a une étude qui s'est analysée, une analyse transcriptomique des poumons à la fois normaux et des poumons où il y a de la fibrose. Et quand on a de la fibrose, vous voyez que les récepteurs ACE2, ils sont présents ici au niveau des voies aériennes. Il y a une proximalisation des voies aériennes et peut-être que la concentration de ces récepteurs à cet endroit-là fait que ces patients font une forme grave. Il y a aussi une réponse immunitaire qui est altérée, notamment au niveau des cellules épithéliales alvéolaires. Et donc, on a des mécanismes moléculaires qui permettent de poser des hypothèses pour expliquer pourquoi ces patients font des formes plus graves. On a 3 études, des séries de cas rétrospectives, qui soient des USA, européens, mais hors France, et puis la dernière étude ici qui est française sur laquelle on va s'attarder, qui ont évalué l'impact de la Covid-19 sur la PID. Et donc, le registre français a comparé la mortalité à J30 du Covid-19 dans les PID fibrosantes idiopathiques versus les autres PID. C'est une étude multicentrique, observationnelle. On déclarait les cas au sein de notre centre
national Orphalang, du début de l'épidémie jusqu'à mai 2020, donc personne n'était vacciné, c'est des patients, on va dire, frais. 123 patients ont été inclus, 66% d'hommes, 48 patients, 39% de la population totale avait une PID fibrosante idiopathique, la moitié avait une fibrose pulmonaire idiopathique. Les PID des connectivites, il y en avait 27, il y avait 7 vascularites, 16 sarcoïdoses, il y avait 10% de ces patients qui étaient sous traitement antifibrotique, 38% sous corticoïdes, 37% sous autres immunosuppresseurs. Et on voit que les données sont très alarmantes. Il y a 84% des patients qui ont une admission hospitalière, 90% des PID fibrosantes idiopathiques, 21% vont aux soins intensifs. Et quand on s'intéresse à J30 au décès, les PID fibrosantes idiopathiques, c'est 35% de décès. On a perdu beaucoup de malades, et versus 19% dans les autres PID, ce qui était superposable à la population française hospitalisée pour Covid-19. Et donc une comparaison qui était statistiquement significative. Les décès étaient liés au Covid dans tous les cas. Il y avait 4 exacerbations aiguës déclenchées par la Covid. Et en analyse multivariée, les facteurs prédicteurs indépendants de mortalité étaient l'âge, le sexe masculin, l'histoire de cancer, d'hémopathie ou l'oxygénothérapie de longue durée. Je vous remercie de votre attention. Donc, bonjour à tous, je suis Jean-Guillaume Metari, je suis un des chefs de clinique de rhumatologie. Avec le professeur Flicon, on va vous proposer cette petite présentation sur l'impact des rhumatismes inflammatoires chroniques sur l'infection à SARS-CoV-2. Donc, moi, alors, attendez, est-ce que ça marche? Ouais, donc je vais juste présenter mes liens d'intérêt. Donc, la première question qu'on se posait, c'est est-ce que, en fait, chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, on a une forme plus sévère? Alors, si on se base sur cette première étude qui utilise, comme on l'a déjà cité, la cohorte des vétérans américains, eh bien, en fait, il semble que oui. En fait, ils ont comparé des patients, mais c'était dans une population caucasienne, majoritairement chez les hommes. Si on appareillait avec des patients qui avaient aussi attrapé la Covid et qui n'étaient pas une polyarthrite rhumatoïde, il y avait un surrisque, un ratio de 1,35. Si on prend des données un peu plus brutes, et donc ça, c'est le registre C19 gras, qui était justement sur les polyarthrites rhumatoïdes. Vous voyez, on a plus de 6000 polyarthrite rhumatoïde traité aussi par traitement ciblé. Donc ça, c'était pour vous montrer les datas. Dans ce registre, on avait quand même 80% à peu près qui n'étaient pas hospitalisés, 11% qui avaient une hospitalisation avec oxygène et quand même un décès non négligeable, contrairement à ce qu'on a vu par rapport à la CEP, c'était 5,5%, ce qui était quand même considérable. On a aussi pris les données françaises de la French RMD. Donc ça, c'était justement avec plusieurs sociétés savantes pour pouvoir étudier ces patients. Et donc, dans cette étude, il y avait comparé à la cohorte Licorne, qui est la cohorte du CHU Lille, des patients atteints de SARS-CoV-2. Donc, il y avait un appareillage, une appareillée. En termes de forme sévère par rapport justement aux patients atteints de rhumatisme inflammatoire, c'était 12,5%. 8,3% quand même avaient des décès. Et si on compare justement par rapport à cette cohorte Licorne, eh bien, en fait, il n'y avait pas de surrisque significatif. On voit certes l'ordre ratio 1,45, mais l'intervalle de confiance passait 1. Une autre petite étude, c'est l'étude de Boston qui a fait du cas témoin. Vous voyez quand même un nombre de cas important. Il y avait plus de 12 000 cas avec 166 séries qui ont fait aussi pareil un appariement. Et justement, vous voyez dans cette étude à peu près l'âge moyen et quand même un IMC confortable, plus de 30, donc des patients obèses, avec 54% d'hypertendus. Et donc, en fait, il y avait dans cette étude quand même 31% de PR et une partie aussi de rhumatisme psoriasique et de spondyloarthrite sous traitement ciblé. Et bien, si on compare par rapport aux populations non rhumatismales, il n'y avait pas de surrisque en fait en termes d'hospitalisation, mais ni de décès. Donc, c'est ce que je montais, donc cette diapo qui est résumée, que ce soit pour l'hospitalisation, le transfert en soins intensifs, la ventilation mécanique ou le décès, à chaque fois, en fait, l'intervalle de confiance passait vers 1. Donc, il n'y avait pas de différence entre les patients atteints de rhumatisme inflammatoire et les patients non rhumatisme inflammatoire. Donc, si on prend aussi une méta-analyse pour reprendre à peu près les datas qu'il y avait, donc qui allait de début janvier à octobre 2020, avec le risque de Covid. Donc, en fait, dans cette méta-analyse, on prenait tous les patients atteints de rhumatisme inflammatoire, de rhumatisme, et notamment les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Eh bien, si on comparait à la population qui n'avait pas de rhumatisme, c'est cette deuxième qui nous intéresse, il y avait donc un risque plus important que d'avoir attrapé la Covid-19 chez donc, les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique. Donc,
l'odds ratio était 1,87. Enfin, d'autres diapos. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a une moindre sévérité? Donc là, on a pris cette étude avec la plateforme TwinX, où en fait, on comparait deux cohortes, une early cohort, donc, qui était au début de l'infection de la pandémie, et un peu la late, justement, cohorte, qui était, vous voyez, un peu plus tardive. Et donc, on appareillait. Alors, je tiens à dire qu'il y avait aussi des patients goûteux, mais il y avait quand même un appareillement 1 pour 1 entre cette early et cette late, donc avec à peu près 8000 patients. Et ce qu'on s'en aperçoit, c'est que on voit les courbes. Globalement, on a dans la late cohort moins de décès, moins de ventilation, moins de transferts en soins intensifs, possiblement aussi parce que peut-être les traitements sont plus adaptés. La dernière diapo, puisque ce n'était pas facile de trouver si dans la Covid, on avait justement plus de poussées, et c'est différent s'il faudrait des études de témoins, ce qu'on discutait. Donc, c'est cette étude qui est pilotée par David Sadoun, avec des centres tertiaires. Donc, et dans cette étude-là, eh bien, il y avait montré que justement, sous les patients qui avaient un Covid symptomatique, eh bien, avaient plus de risques de faire des formes plus sévères. Donc, globalement, pour résumer ces petites présentations, au départ, on semblait dire qu'il y avait quand même un signal d'alerte pour les pairs pour faire des formes plus sévères, mais dans les autres rhumatismes inflammatoires, pas finalement plus de formes sévères que dans la population générale. Et peut-être, mais c'est sur qu'une seule étude que j'ai, peut-être des poussées un peu plus sévères, peut-être plus de poussées, mais par rapport à cette étude, elle n'était pas plus sévère que chez les patients qui n'avaient pas de Covid. Mais ça reste quand même des données limitées. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Donc, il nous reste quelques minutes pour la discussion. Donc, il y a quelques questions dans le chat, donc on va les prendre un par un. Donc, il y a Mamporetti Swissen qui pose la question, donc je pense plutôt à destination de Mathurin et de Maria, pour le fait que les corticoïdes sont associés à un surrisque dans les maladies inflammatoires digestives, un surrisque de mortalité. Est-ce que c'est lié à une dose cumulée ou à une durée de traitement? Alors, on n'avait pas vraiment de données là-dessus. Manifestement, le surrisque lié à la corticothérapie est peut-être pas tant lié à la corticothérapie, comme l'a dit Mathurin, qu'à l'activité de la maladie, puisque dans les MICI, les malades sous corticoïdes sont les malades qui sont en poussée de la maladie, les corticoïdes n'étant pas un traitement de fond. Et donc, c'était intenté et ce n'était pas lié à une dose cumulée de corticoïdes. Donc, ce n'est pas une durée d'exposition, c'est probablement à un moment et probablement plutôt lié à la poussée inflammatoire qu'au traitement lui-même. Alors, il y a une question de Laurent Dubuquois qui pose la question que j'allais poser, donc c'est très bien. Laurent pose la question donc à Mathurin, mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde. On a beaucoup parlé d'un rôle aggravant de certains, possiblement aggravant de certains traitements vis-à-vis de la gravité de SARS-CoV-2, mais à l'inverse, est-ce qu'on a détecté une certaine forme de protection par les traitements immunosuppresseurs sur une évolution péjorative de la COVID-19? Et je rajoute même sur le fait même d'avoir la COVID-19 ou d'avoir une forme grave de COVID-19. Et là, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Est-ce que vous avez cette expérience? Je pourrais vous donner un ou deux exemples que je connais moi. Allez-y. Est-ce que les anti-L6, est-ce que par exemple, sont un facteur protecteur, par exemple? Maria, vas-y. Non, alors ça a été beaucoup discuté évidemment parmi les MICistes avec des données au fur et à mesure qu'on les obtenait, qu'on les avait, qui étaient parfois contradictoires. Globalement, aucun traitement n'aggrave. En traitement protecteur, il y a eu des petits éléments qui laissaient peut-être penser que les anti-JAK pouvaient être protecteurs, mais on a peu de malades MICI sous anti-JAK. Donc, on n'avait pas beaucoup de puissance pour dire ça. Et puis, une méta-analyse aussi qui laissait penser que potentiellement l'ustekinumab pouvait être protecteur vis-à-vis des formes graves, mais c'est à peu près tout ce qu'on a et ce n'est pas très solide. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent prendre la parole sur cette question très intéressante et importante, je pense? Je crois qu'il y a le professeur Flippo qui voudrait parler. Ah oui, David. Oui, bien sûr. Je crois que pour les IMID, sauf si Mariam contredit, mais la grosse publication internationale qu'on a faite sur les IMID, PSO, MICI et rhumatisme inflammatoire, il y a quand même, dans presque toutes les études, un rôle un peu protecteur des anti-TNF.
les anti-TNF sont quand même plutôt associés à moins de formes sévères. C'est les seuls pour lesquels ça va vraiment en dessous. Après, c'est des questions d'effectifs. Pour les anti-TNF, c'était plus facile parce qu'on a des milliers de patients sous anti-TNF. On en a un petit peu moins avec les autres thérapeutiques. Et nous, en rhumatologie, il y a un traitement pour lequel nous sommes à l'affût de toute explication, c'est la sulfasalazine, donc la salazopyrine. Il y a 2 ou 3 études, et notamment l'étude du GRA, donc l'étude mondiale sur la mortalité, et la sulfasalazine est associée à un surrisque de forme grave. Ce qu'on n'explique pas, je sais qu'avec tous les co-auteurs du GRA, donc au niveau mondial, personne n'avait d'explication, mais peut-être que dans les FHQ précises, il y aura une explication sur le rôle très délétère de la salazopyrine. Delphine Pour pardon, oui, en dermatologie, enfin, de façon générale, dans la pathologie TH2, il y a quelques papiers qui sont en faveur d'un rôle protecteur des anti-TH2, notamment du dupilumab. Gilles, puis Eric. Pour la CEP, dans l'étude franco-italienne, il y a juste les interférons en fait, qui sortent comme légèrement protecteurs, enfin, qui sont à la limite de la significativité, mais qui semblent avoir un petit effet protecteur par rapport aux autres traitements immunomodulateurs. Et il y a des effets délétères potentiels sur le risque de sévérité des autres traitements, mais dont parlera Hélène, en particulier des anti-CD20 et d'autres molécules. Eric? Dans la French RMD, j'ai les chiffres devant les yeux. Alors, les anti-TNF sortent protecteurs à 0,33 pour l'odds ratio qui va de 0,16 à 0,69. Donc, anti-TNF. Le méthotrexate aussi sort à 0,55 d'odds ratio. Alors, il y a peut-être des facteurs confondants, mais je veux dire qu'on les a pas trouvés. Donc, le méthotrexate est protecteur et les anti-TNF. Les anti-L6 sortent pas. Les anti-L17 non plus, la batacept non plus, les JAK inhibiteurs non plus, l'hydroxychloroquine non plus. Tiens donc. Très bien, merci beaucoup. On va faire 2 dernières questions pour ne pas être trop en retard. Alors ça, c'est pour Héloïse. Faut-il vacciner les petits diabétiques insulinodépendants, y compris de moins de 5 ans? Réactive en micro. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de recommandation actuellement sur des pédiatres pour cette population-là, à ma connaissance en tous les cas. Voilà. Il y a un vaccin, puisqu'il y a des études sur un Pfizer avec 10% de la dose, mais il n'y a pas de recommandation en France en tous les cas. Et alors, dernière question un petit peu collective, est-ce que les orateurs ont observé une arrivée plus importante de patients dont la maladie inflammatoire a été diagnostiquée, on va dire, juste après une infection à SARS-CoV-2? Autrement dit, est-ce que le SARS-CoV peut déclencher une maladie inflammatoire ou auto-immune? Il y a eu plusieurs cas décrits, notamment avec la pseudopolyarthrite par exemple, ou les vascularites. Ça semble relativement consensuel. Est-ce que au niveau gastro, au niveau pneumo, au niveau dermato, vous avez constaté des patients qui développaient cette maladie après l'infection à SARS-CoV-2? Ça vous a frappé, entre guillemets? Non, en dermato, c'est des patients qui sont connus comme avec une dermatite atopique ou un pso ou une urticaire. Ça, c'est des poussées qu'on voit fréquemment, mais après n'importe quelle virose et n'importe quel vaccin même. En rhumatologie, en tout cas, on n'a pas vu une augmentation. Après, ça reste quand même le nombre de la population qui a été exposée au virus fait que, de toute façon, les gens auraient commencé un rhumatisme inflammatoire. Donc, c'est compliqué de pouvoir répondre. Mais nous, on n'a pas vu, en tout cas, une augmentation du nombre de rhumatismes inflammatoires. Non, pareil en gastro, hein, pour l'instant, on n'a absolument pas ce sentiment. Après, parfois, le diagnostic de la Mickey est fait, puis les gens se posent des questions sur la cause un peu plus tard. Donc, peut-être qu'on aura ce genre de discussion un peu plus tard avec les patients récemment diagnostiqués, mais ce n'est pas du tout l'impression qu'on a, non. Parfait. Bah, écoutez, je propose de clore cette session donc, sur l'impact réciproque. Merci à tous. Je pense que le côté transversal des différentes disciplines était très intéressant pour voir les points communs. On voit bien les traitements quand même, l'activité des maladies et puis aussi les différences et l'aspect pédiatrique. Je pense que c'était enrichissant.